Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons explorer une affaire criminelle intrigante qui a défrayé la chronique pendant des années. L'histoire des meurtres brutaux et mystérieux, des indices troublants et des témoins déroutants. C'est une histoire qui suscite la curiosité et laisse perplexes les enquêteurs. Une histoire qui pourrait être le scénario d'un thriller passionnant. Tout au long de cette vidéo, nous allons plonger dans le mystère de cette affaire, explorer les théories et les preuves, et peut-être même découvrir la vérité derrière ce qui s'est réellement passé. Alors attachez vos ceintures et préparez-vous à plonger dans cette affaire fascinante. Donc, si vous êtes prêts, éteignez les lumières, installez-vous confortablement et commençons. Nous sommes au Starved Rock State Park, un endroit enchanteur de 2630 acres situé dans le Deer Park Township, dans le comté de LaSalle, dans l'Illinois. Cet endroit est connu pour ses 18 canyons présentant des parois rocheuses verticales, des falaises de grès et des magnifiques cascades. Mais l'histoire de ce parc remonte à bien longtemps, avant même l'arrivée des Européens. En effet, les Amérindiens, en particulier les Cascadiens, populaient déjà cette région. En 1683, les Français ont créé le Fort Saint-Louis sur une grande colline de grès du parc, qui surplombait la rivière qu'ils appelaient le Rocher. Des affrontements violents ont eu lieu, laissant de nombreux cadavres d'Amérindiens et de soldats sur place. Le parc est passé de main en main avant d'être acheté par l'État de l'Illinois en 1911, devenant ainsi le premier parc récréatif de l'État. Depuis, le Starved Rock State Park est devenu un lieu touristique prisé, attirant de nombreux visiteurs chaque année. Mais l'année 1960 restera marquée dans l'histoire du parc, en raison d'un événement tragique. Nous sommes le lundi 14 mars 1960. Mildred Lindquist, Lillian Oetting et Francis Murphy, trois amis proches, tout âgés de plus de 45 ans, quittent leur banlieue de Chicago pour une escapade de 4 jours dans le magnifique parc Starved Rock. Les trois femmes ont toute une vie confortable, étant mariées à des hommes d'affaires prospères et fréquentant l'église presbytérienne de Riverside. Lillian, l'une des amies, avait été aux petits soins pour son mari après qu'il ait subi une crise cardiaque. Elle était impatiente de prendre un peu de repos bien mérité. Le trajet vers le parc dure environ 1h30, mais les amies sont heureuses de passer du temps ensemble, discutant de leur vie respective et de leurs projets pour les jours à venir. C'était le début d'un week-end d'hiver parfait pour trois amies qui avaient réservé une escapade dans le lodge dans l'Illinois. Après leur arrivée, elles ont pris le temps de se détendre, de se restaurer et de partir pour une courte randonnée. Tout semblait parfait, jusqu'à ce qu'elles éteignent l'impasse des St. Louis Canyon. C'est là que quelque chose de terrible est arrivé. La nuit tombée, George, le mari de Lillian, appelle anxieux le lodge pour savoir si tout va bien. Malheureusement, il reçoit une réponse inquiétante. Sa femme ne répond pas et ne se trouve pas dans sa chambre. Le personnel pense qu'elle la rappellera le lendemain matin. Lorsque George, le mari de Lillian, a appelé le lodge pour prendre des nouvelles de sa femme, il a été informé que les trois femmes avaient été vues au petit déjeuner et qu'elles étaient dehors à ce moment-là. Mais le lendemain matin, il a rappelé et il a demandé de parler à sa femme pour la deuxième fois. Cette fois, l'employé de la réception a erronément dit que les femmes étaient dehors et qu'il laisserait une note à Lillian pour qu'elle rappelle son mari à son retour. Cependant, une tempête invernale a frappé la région cette nuit-là, recouvrant le parc et ses environs de plusieurs centimètres de neige. Inquiet, George a appelé les maris des autres femmes pour savoir s'ils avaient des nouvelles. Mais personne n'avait entendu parler d'elles depuis leur départ de Chicago. Les trois hommes ont alors décidé d'appeler le lodge le lendemain pour exiger des explications. Mais George n'a pas réussi à parler à sa femme. La situation a commencé à devenir de plus en plus inquiétante. Suite à cet appel, les employés de la réception décident d'entrer dans leur chambre et ont découvert que les lits et les sacs étaient intacts. La voiture se trouve toujours garée dans le parking.
Donc elles n'ont apparemment pas quitté la structure. Mais si elles sont parties, elles auraient dû le faire à pied, car aucune trace de pneu n'a été trouvée dans la neige environnante. Lorsque George, le mari de l'une des femmes, apprend leur disparition, il contacte immédiatement Virgil Peterson, directeur opérationnel de la Chicago Crime Commission, qui alerte les autorités locales. Un groupe de recherche est organisé pour fouiller les environs du parc. Ce sont finalement des jeunes d'un champ de vacances voisin qui découvrent les corps des 3 femmes cachées dans une grotte. Les enquêteurs du bureau des enquêtes de l'Illinois ont été immédiatement appelés sur les lieux pour trouver des indices dans la grotte et déterminer si l'une des victimes avait été agressée sexuellement. La scène de crime est macabre. Le crâne des 3 femmes a été fracturé et il y avait des traces de sang sur le sol et dans la neige autour de leur corps. Les enquêteurs ont rapporté que les victimes avaient été agressées sexuellement, mais il n'y avait pas de certitude absolue à ce sujet. L'enquête était compliquée par les conditions météorologiques difficiles. Tout le canyon était recouvert de presque 15 cm de neige, à exception du sol où les corps ont été retrouvés. Cette situation précaire a rendu la collecte d'indices encore plus compliquée, surtout dans les années 60, où les outils pour enquêter étaient limités. Les enquêteurs ont dû utiliser des outils pour enlever la neige et les obstacles, compromettant, malheureusement, la scène de crime. Ce geste irresponsable rend l'enquête encore plus difficile. Les enquêteurs ont rapidement constaté que les victimes avaient subi une violence extrême. Leurs vêtements ont été déchirés et 2 des femmes ont été attachées ensemble avec une corde blanche épaisse. Leurs manteaux ont été placés entre leurs jambes et Mildred et Lillian ont été dépouillés de leurs pantalons et sous-vêtements. La 3e victime, Francis, était également attachée, mais la corde autour de ses chevilles était lâche. Les enquêteurs ont remarqué une traînée de sang provenant des corps, suggérant qu'ils avaient été traînés et placés sous la saillie rocheuse. Les victimes ont également subi des coups violents à la tête, ce qui était la cause de leur mort. L'enquête s'annonce difficile pour les enquêteurs, qui doivent trouver des indices pour résoudre ce crime horrible. La nouvelle s'est rapidement répandue grâce ou à cause d'un journaliste qui a suivi les mouvements des agents sur place le jour où l'alerte a été donnée pour la disparition des 3 femmes. Une source rapporte que la situation est devenue très tendue dans la ville une fois que la nouvelle a été diffusée dans les médias. Les magasins d'armes ont été presque pillés et les lodges du parc ont été vidés par les clients légitimement alarmés. Pendant ce temps, les enquêteurs ont commencé à chercher des indices pour résoudre ce chaos. Toujours sur la scène du crime, l'appareil photo de Francis a été retrouvé à environ 3 mètres de corps. C'était l'appareil photo utilisé par Lillian pendant toute leur promenade. Le bracelet de l'appareil photo est cassé et l'étui en cuir est taché de sang. Les autorités croient que le bracelet a été arraché, ce qui suggère que l'agresseur a tenté de voler l'appareil photo. Aucune lutte s'est produite avec l'objet. Les photos prises avant la mort des femmes ont été extraites de l'appareil photo et montrent les femmes lors de l'excursion. La plupart des images les montrent posant devant des différentes cascades et rochers du parc. La dernière photo sur la pellicule est une triple exposition, ce qui signifie que la manivelle sur le dessus de l'appareil photo n'a pas été complètement tournée avant de prendre la photo. L'image montre Francis et Mildred debout devant une cascade glacée, pas très loin du canyon où elles ont tous péri. Le bureau du shérif du comté de La Salle pense que la dernière photo contenait des traits du visage d'un homme entre la paroi rocheuse et un tronc d'arbre, juste derrière où se trouvait Mildred. Après de nombreuses enquêtes sur cette ombre fantôme, les autorités ont exclu la théorie selon laquelle les femmes avaient réellement photographié leur assassin. À courte distance des corps, le procureur du comté de La Salle a découvert une branche d'arbre glacée, tachée de sang, et la neige en dessous est également souillée. Ils ont également trouvé un long morceau de glace de la grotte taché de sang. Apparemment, le morceau de glace en question et ce morceau de bois ont été les armes du crime, ou peut-être seulement le morceau de bois. À partir de ce moment, la police soutient qu'il était difficile de soupçonner une seule personne, qu'il était absurde que le responsable soit seul contre 3 femmes. Les subjuguer avec 2 objets si gros, en allant même jusqu'à les violer, c'est peu plausible pour une seule personne. À ce point, une hypothèse est avancée, ce qui rendrait encore plus difficile le travail d'investigation. On pense que la quantité de sang trouvée à l'intérieur de la grotte
et sur les parois ne permettaient pas de confirmer à 100% que la grotte était l'endroit où les femmes avaient perdu la vie. Peut-être que le coupable avait agi dans une clairière quelque part dans la forêt et que par la suite, il aurait traîné les corps dans ce canyon. Il ne reste plus qu'à examiner le corps de manière scientifique, autant que possible à cette époque, afin de trouver de nouvelles réponses ou de nouvelles questions. Les cadavres des 3 femmes ont été amenés à la société de pompes funèbres Hulse à Ottawa, toujours dans l'Illinois. Une autopsie est effectuée. On est capable de déterminer approximativement l'heure du décès, peu après leur dernier repas, mais on n'a pas été en mesure de déterminer de manière absolue leur abus sexuel, même si cela paraît être évident. Le vol, comme motif de ce meurtre, a été rapidement rejeté par les enquêteurs, car les femmes avaient laissé la plupart des objets de valeur dans leur chambre lorsqu'elles étaient allées faire leur randonnée de l'après-midi, sans parler de leurs bagages et autres objets personnels qui étaient encore présents sur le corps et autour d'elles. Un voleur les aurait certainement pris. Nous sommes toujours en quête de réponses sur le meurtre de ces 3 femmes. Des découvertes inattendues ont été faites sur la scène de crime, même après que les corps aient été enlevés. Un trousseau de clés a été trouvé sur le sentier menant à la grotte, et certains témoins ont signalé avoir vu une voiture grise dans la zone où les femmes étaient entrées dans le parc, peu avant d'être présumées mortes. Malheureusement, ces indices n'ont rien donné. Un des maris de l'une des victimes a critiqué l'office du shérif du comté de LaSalle pour ne pas avoir organisé une recherche plus tôt. Il a déclaré que 2 jours s'étaient écoulés sans aucun signe des 3 femmes. Il a également critiqué l'absence de la police dans le parc pour aider à prévenir un tel crime. La tension monte et les débats font rage. En tout, près de 22 000 heures de travail ont été consacrées à résoudre ces meurtres, pour un coût de 65 000 $. Avec des fonds qui s'amenuisent de jour en jour, résoudre ce cas devient difficile, presque impossible. Une lueur d'espoir lointaine. L'un des membres de l'équipe d'enquête a même utilisé son propre argent pour acheter un microscope afin d'étudier la corde utilisée pour ligoter les femmes. Nous devons vraiment remercier cette personne et son achat, car grâce à cela, il découvre effectivement quelque chose d'important. En examinant la corde avec l'appareil qu'il a acheté, il a révélé qu'il y avait 2 types de cordes utilisées. Une avec 12 couches et l'autre avec 20 couches. Cela a lancé une recherche folle de ce type de corde dans tout le parc, dans toutes les structures de la région qui vendaient ou qui possédaient cet objet spécifique. En septembre 1960, ils ont vérifié la cuisine du lodge où les victimes logeaient. Et effectivement, ils ont trouvé ces 2 types de cordes qui étaient utilisées pour envelopper les aliments. La police a pris les registres d'achat de la structure pour identifier le producteur de cette corde. Le champ se rétrécit. Le coupable semble être dans cette cuisine ou dans cette structure. Il est probable qu'un employé ait eu accès à ces cordes et les ait utilisées contre les femmes, ou peut-être les a-t-il remises au tueur, ou bien le tueur les a-t-il volées de là. Tous les employés de la structure ont été interrogés, mais les tests du détecteur de mensonges n'ont rien donné. Personne ne semble avoir menti. Comme nous le savons, la machine de la vérité n'est pas si fiable ni précise. Peut-être que le coupable est vraiment là, mais qui est-ce? Un nom finira-t-il par émerger? Eh bien, oui. Y a-t-il un nom? Nous sommes en plein milieu de l'enquête sur les meurtres des 3 femmes du Starved Rock State Park en 1960. Alors que les enquêteurs recherchent des indices sur la scène du crime, un membre de l'équipe utilise ses propres fonds pour acheter un microscope afin d'examiner le fil utilisé pour ligoter les victimes. Cette décision s'avère payante, car elle permet de découvrir que 2 types de fils ont été utilisés. Une enquête frénétique est alors lancée pour retrouver le fil, dans tout le parc et dans les magasins locaux. En septembre 1960, la cuisine du lodge où les victimes séjournaient est inspectée et les 2 types de fils sont enfin retrouvés, utilisés pour emballer les aliments. Les enquêteurs commencent alors à suspecter les employés de la cuisine, mais les tests polygraphiques ne donnent aucun résultat concluant. C'est alors que le nom de Chester Otto Weger surgit. Ancien employé du parc, il avait des marques sur le visage le lendemain de la disparition des femmes et une veste en cuir tachée de sang a été retrouvée parmi ses affaires. Il nie être impliqué et prétend que les marques sur son visage sont dues à un accident de rasage.
Bien qu'il ait réussi plusieurs tests polygraphiques, les enquêteurs ne baissent pas leur garde et continuent à enquêter sur son passé et d'autres crimes similaires commis dans la région. Ils découvrent alors qu'en 1959, 2 lycéens ont été volés et ligotés dans un parc voisin par un homme armé d'un fusil. Le couple a été agressé et volé par un homme inconnu. Le pire, c'est que cet homme a également agressé sexuellement la jeune femme. Lorsqu'ils ont tenté de signaler l'incident au bureau du shérif du comté de La Salle, ils ont été rejetés et leur histoire a été qualifiée de fausse. Les détectives, ayant parlé avec les lycéens, montrent alors une photo de Chester. Et les deux ont confirmé qu'il était l'homme qui les avait volés en 1959. L'homme qui avait agressé la jeune fille et peut-être même le responsable des meurtres de ces 3 femmes. Les enquêteurs ont alors commencé à surveiller Chester en permanence pendant un mois entier. Le 16 novembre 1960, la police a finalement donné crédit aux lycéens pour avoir identifié Chester comme le responsable du viol de la jeune femme en 1959. Avec cette identification, la police arrête formellement Chester Weger pour viol et vol qualifié. Cependant, ce n'était que le motif secondaire. En réalité, les enquêteurs voulaient lui extorquer une confession pour le meurtre des 3 femmes. Les détectives ont été spécifiquement chargés de faire parler Chester et ont l'intention d'y aller fort. Donc, ils se sont rendus chez lui et l'ont invité à les suivre pour répondre à quelques questions à la station de police. Mais une fois arrivés dans la salle d'interrogatoire, ils ont révélé la vérité à Chester. Ils l'ont arrêté pour l'incident avec les lycéens et pour le meurtre présumé des 3 femmes. Ils l'ont bombardé de questions jusqu'à minuit passé. Puis Chester, fatigué, a demandé à voir sa famille. Une voiture de police a été envoyée chez les parents de Chester pour les amener à la station de police. Ils ont eu quelques minutes seuls avec lui, où Chester a finalement avoué les meurtres des 3 femmes en disant « D'accord, je l'ai fait. J'ai eu peur. J'ai essayé de saisir leur portefeuille. Il y a eu une dispute et je les ai frappés. » La confession a été transcrite et signée par Chester, ce qui a marqué le début de la procédure pénale à son encontre. L'affaire a été largement médiatisée et a bouleversé la communauté de La Salle. Le lendemain, Chester Weger est amené sur les lieux du crime pour reconstituer les faits. Des forces de l'ordre et des journalistes filment Chester enchaîné pendant qu'il raconte son histoire. Il explique que le jour où les 3 femmes étaient dans le canyon, il avait décidé de voler leurs biens. Quand il les a vues, il a essayé de leur arracher un sac, mais lorsqu'il a saisi ce qu'il pensait être un sac sur l'épaule de Francis, après l'avoir cassé, il s'est rendu compte que c'était la sangle d'un appareil photo. Il a supplié les femmes de marcher plus loin dans la forêt et de lui laisser le temps de s'échapper. Il dit qu'elles ont accepté cette demande et se sont éloignées plus profondément dans le canyon. Apparemment, Chester a décidé de continuer à poursuivre les femmes. Près de la fin du canyon, près d'une grotte, il est sorti de la forêt et les a de nouveau menacées avec une grosse branche d'arbre. Il leur a ordonné d'entrer dans la grotte, puis les a attachées avec de la corde qu'il avait volée dans la cuisine. Il a dit qu'il voulait les laisser là, mais alors qu'il partait, Francis s'est libéré et l'a poursuivi en essayant de le frapper à l'arrière de la tête. Il a alors dit qu'il avait ramassé la branche de l'arbre et qu'il avait frappé Francis à l'arrière du cou, avant de traîner son corps à l'entrée de la grotte, où Mildred et Lillian étaient toujours attachées. Il a réalisé qu'elles pouvaient tenir debout malgré la corde. Se relevant et un peu désorientées, elles ont tout fait pour s'opposer à l'homme, en griffant son visage. Chester a réalisé que la situation était hors de contrôle et qu'il ne pouvait pas laisser aucune d'entre elles en vie. Il a déclaré aux journalistes et à la police que toutes les 3 ont supplié pour leur vie, tandis qu'il les battait à mort avec des branches d'un arbre gelé. Il a dit qu'après l'attaque, il a vérifié tout leur pouls pour s'assurer qu'elles étaient mortes. Lors de sa confession, lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait traîné les corps sous le surplomb du canyon, Chester a déclaré avoir aperçu un petit avion volant bas au-dessus du parc. Il craignait que ce soit un avion de la police de l'État, alors il avait déplacé les corps pour qu'ils ne puissent pas être vus de haut. Le mystère reste entier dans l'affaire du triple meurtre des 3 femmes de Starved Rock State Park. Les enquêteurs sont perplexes quant aux raisons qui ont poussé Chester Weger à commettre tel acte. Il a été confirmé que ce jour-là, un avion blanc et rouge était en train de survoler la région. Chester a avoué avoir partiellement déshabillé les victimes pour faire croire que les meurtres étaient l'œuvre d'un maniaque.
Mais les bijoux et les sacs des victimes sont restés intacts. Lorsque la police a interrogé Chester sur ce point, il a répondu évasivement. Tout a commencé par un vol, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais besoin d'argent. Pourtant, 3 jours après sa première rencontre avec son avocat, Chester Weger a soudainement changé de version et a déclaré d'être innocent. Les enquêteurs sont perplexes, d'autant de plus que des questions subsistent. Pourquoi Chester aurait-il volé alors qu'il avait déjà un travail? Le 18 novembre 1960, un grand jury du comté de LaSalle a inculpé Chester pour 3 meurtres au premier degré, mais également pour 8 autres crimes, y compris une agression sexuelle et le vol de 1959. Chester aurait également commis un vol de sac dans un autre parc d'État et des attouchements sur une femme et ses enfants. Le procès de Chester a débuté le 20 janvier 1961, avec la possibilité pour lui d'être condamné à mort. Cependant, des désaccords internes ont surgi quant à savoir s'il devait être poursuivi pour 1 ou 3 meurtres. Les autorités craignant qu'en cas d'erreur judiciaire ou d'acquittement, ils ne pourraient plus le poursuivre pour les 2 autres meurtres. L'avocat de Chester a plaidé son innocence et a affirmé que la police avait malmené l'enquête depuis le début. Mais malgré ces arguments, la confession de Chester, faite devant tout le monde, a été considérée comme une preuve crédible et décisive. Le jury n'a eu accès qu'à une seule photo de 3 victimes et a remis en question la fiabilité de la veste tachée que Chester avait remise. Chester a été interrogé pendant plus de 3 heures, affirmant son innocence et dénonçant les adjoints du comté de LaSalle qui l'ont menacé de le faire avouer. Cependant, Chester a été reconnu coupable du meurtre de Lillian Hoyting et condamné à la prison à vie. Le 3 mars 1961, il est condamné à la réclusion à perpétuité, car la peine de mort lui était refusée selon la loi de l'Illinois. Mais les journalistes font rapidement remarquer qu'après 20 ans de détention, Chester pourrait être libéré sous condition, ce qui soulève de vives inquiétudes. Chester est alors emprisonné à Statesville, à Joliet, où sa demande de libération conditionnelle sera rejetée en 1972. Bien qu'il continue de clamer son innocence, il est contraint de faire appel de sa condamnation et de demander un nouveau procès, arguant que le jury a été influencé d'une manière ou d'une autre. Mais en 1962, la Cour suprême de l'Illinois confirme la décision du tribunal de ne pas accorder un nouveau procès. Ensuite, le procureur de l'État du comté de LaSalle annonce qu'il poursuivra Chester pour les 2 autres meurtres, ceux de Francis et de Mildred, ce qui ajoute une nouvelle dimension aux nombreux problèmes juridiques déjà existants. Cependant, en avril 1963, les accusations restantes pour les meurtres de Francis et Mildred sont abandonnées, car le législateur de l'État de l'Illinois était réticent à imposer la peine de mort. Malheureusement pour Chester, il reste en prison sans autre possibilité légale de prouver son innocence présumée. L'affaire Chester Weger a connu un nouveau rebondissement. Le détenu a écrit une lettre de 48 pages depuis sa prison, affirmant encore une fois être innocent de meurtre de Starved Rock State Park. Il a décrit en détail comment les autorités l'ont forcé à faire une fausse confession. Les journalistes ont également interrogé Chester sur ses condamnations antérieures avant 1960. Il affirmait que la police l'avait également poussé à faire des fausses confessions. En 2004, les avocats de Chester ont tenté de procéder à de nouveaux tests ADN pour prouver son innocence. Ils espéraient que les progrès de la technologie de l'ADN démontraient que le sang sur la veste et les cheveux trouvés dans la main d'une des victimes ne le relieraient pas au meurtre. Cependant, le comté de LaSalle avait laissé des groupes scolaires, de clubs civiques et des journalistes gérer et examiner les éléments de preuve clés dans cette affaire, ce qui a soulevé des inquiétudes quant à la contamination potentielle des preuves. Le juge s'est prononcé contre la réalisation de tests ADN, laissant Chester en prison. Depuis lors, Chester a demandé une libération conditionnelle à plusieurs reprises, mais a été refusé chaque fois. Il a maintenu son innocence et a refusé de faire un accord pour être libéré. Les pétitions de clémence envoyées au gouverneur de l'État ont également été rejetées. Cependant, récemment, une nouvelle opportunité s'est présentée pour Chester. Le gouverneur de l'Illinois, J.B. Pritzker, a signé une loi qui met fin à la peine de mort dans l'État
et qui donne la possibilité à ceux qui ont été condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité de demander une libération conditionnelle après 25 ans de détention. Cette loi donne donc une lueur d'espoir à Chester Weger pour qu'il puisse prouver son innocence et retrouver sa liberté. Le 21 novembre 2019, après 24 demandes, Chester a enfin obtenu une libération conditionnelle de l'Illinois Prisoner Review Board, 58 ans après sa condamnation pour les meurtres de Starved Rock State Park. Le 21 février 2020, il est sorti du centre de détention de Pickensville, dans le sud de l'Illinois, à l'âge d'environ 80 ans. Après sa libération, il a été admis au centre de réadaptation Leonard's Ministries. Assis dans son fauteuil roulant, l'air fatigué et vieilli, Chester a exprimé son amertume envers le système judiciaire et les médias qui l'ont maintenu enfermé pendant presque 60 ans pour des crimes que, selon lui, il n'avait jamais commis. Après tant d'années derrière les barreaux, Chester est impatient de passer le reste de sa vie avec sa famille. Il refuse de ressentir des remords pour les meurtres qu'il n'a pas commis et se dit désolé pour les victimes, mais ne veut pas admettre avoir fait quelque chose qu'il n'a jamais fait. Sa libération a marqué la fin d'une longue bataille juridique et une nouvelle étape dans sa quête de prouver son innocence. Dans une interview de 1981, Chester a affirmé avoir été contraint de signer une fausse déclaration rédigée par un député qui l'aurait menacé avec un pistolet. Cette déclaration met en lumière les circonstances entourant la condamnation de Chester pour les meurtres de Starved Rock State Park. Mais cela n'est pas tout. Des éléments de preuve intrigants ont été soulevés. En effet, il n'y avait aucune preuve physique reliant Chester Weger à la scène du crime et aucun témoin n'a vu l'accusé sur ces lieux. De plus, une analyse des cheveux trouvés dans la main de Francis Murphy a montré un ADN différent de celui de Chester. De même, des poils noirs découverts dans la pomme de Lillian Whiting ne correspondaient pas non plus à la couleur de cheveux de Chester. Comment expliquer de telles incohérences dans le dossier de l'accusé ? C'est en 2006 que Mark Gibson, un sergent de police de Chicago, a fait une déclaration sous serment qui a semé le doute quant à la culpabilité de Chester. Gibson a déclaré que lui et son partenaire ont été appelés à Rush St. Luke's Presbyterian Hospital pour voir une patiente mourante qui voulait nettoyer, soi-disant, sa conscience. Cette femme aurait confié qu'elle se trouvait avec des amis dans un parc à Utica quand les choses lui sont sorties de la main. Elle aurait aussi avoué que plusieurs victimes ont été tuées et que les corps ont été traînés. Ce témoignage jette le doute sur la culpabilité de Chester Weger et soulève de nouvelles questions quant à la véritable identité des coupables. La confession présumée n'a pas été prise en compte lors des audiences judiciaires, malgré de nouveaux tests ADN ordonnés. Cependant, à l'époque, cela n'a pas permis de disculper Chester Weger, car les échantillons avaient été corrompus. Mais aujourd'hui, les choses ont évolué. La loi suit son cours et cherche à savoir si Chester est réellement lié à l'affaire. Comme nous l'avons vu ensemble, il y a beaucoup de zones d'ombre et des mystères qui rendent perplexes. Il est facile de voir Chester comme le coupable idéal, mais si ce n'était pas le cas? Si la loi de l'Illinois avait condamné injustement un homme à passer la majeure partie de sa vie en prison, à environ 80 ans, que peut encore faire Chester? Sa bataille pour la vérité continue. En attendant, un livre sur l'affaire est sorti, intitulé The Starved Rock Murders, écrit par Steve Stout, ainsi qu'un documentaire HBO intitulé The Murder of Starved Rock. Nous verrons comment l'affaire se terminera, mais pour le moment, c'est la fin de l'histoire de Chester Weger et des victimes de meurtres de Starved Rock State Park. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo sur l'affaire de meurtre de Starved Rock State Park. Nous avons vu ensemble toutes les informations et les détails de cette affaire fascinante et complexe qui continue de susciter des questions et des débats. Maintenant, j'aimerais connaître votre opinion sur cette affaire. Pensez-vous que Chester Weger est le véritable coupable ou y a-t-il des autres possibilités? N'hésitez pas à partager vos réflexions et vos idées dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer mes prochaines vidéos et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Prenez soin de vous et à bientôt pour de nouvelles enquêtes passionnantes.